bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble pendant 1 heure, on va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invitée du jour, Catherine Morin-Desailly, bienvenue. Vous êtes sénatrice Union centriste de la Seine-Maritime, présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Vous réagirez d'ailleurs aux difficultés du monde de la culture et en particulier à celles des intermittents du spectacle. Franck Riester a été interpellé sur le sujet tout à l'heure lors des questions au gouvernement au Sénat. Allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous aujourd'hui, toujours à distance bien sûr, Fanny Conqui, bienvenue. Audition de Martin Hirsch aujourd'hui au Sénat, directeur général de l'AP-HP. Oui, Martin Hirsch a fait le bilan de cette crise du coronavirus. Il a aussi évoqué le monde d'après à l'hôpital. À tout à l'heure. Quentin Calmet fait aussi partie du club aujourd'hui. Bienvenue Quentin. Vous avez suivi le déplacement de plusieurs sénateurs dans la prison de Fresnes et vous avez appris plein de choses sur la façon dont a été gérée cette crise. Oui, Rebecca, nous étions parmi les premiers journalistes à pouvoir tourner un reportage dans une prison en France depuis le début de la crise du coronavirus. On voit ça dans un instant avec vous. Marie Brémaud est également avec nous ce soir. Bienvenue Marie, notre Madame Europe sur Public Sénat. On va parler vacances. J'ai envie de dire chouette là tout de suite maintenant, mais non. Pourra-t-on partir en vacances cet été en Europe? Telle est la question, Rebecca. Grande question pour beaucoup de Français. À tout à l'heure. Dans une demi-heure, notre match des idées, confrontation de points de vue ce soir entre Isabelle Tisse-Saint-Jean à distance et Éric Delannoy en plateau. Beaucoup de questions économiques ces dernières 24 heures et notamment ce retour du débat sur le temps de travail. Il doit être posé, nous dit Gérard Larcher. D'ailleurs, la droite en général demande à sortir de ce qu'elle appelle le carcan des 35 heures. À gauche, on s'y oppose fermement. La CGT veut même passer à 32 heures. La crise du Covid va-t-elle nous ramener 22 ans en arrière? Hashtag ALPL si vous souhaitez réagir à ce sujet sur Twitter. Mais d'abord, cet autre sujet éminemment politique, cette volonté d'accélérer le calendrier des municipales. Le second tour pour les 4922 communes concernées pourrait bien avoir lieu dès le mois de juin. En tout cas, c'est ce que souhaite l'exécutif. Édouard Philippe doit saisir le conseil scientifique pour savoir si c'est faisable d'un point de vue sanitaire. Je vous demanderai ce que vous en pensez dans un instant, Catherine Morin-Desailly. On va d'abord faire un point complet, c'est avec Alizé Boissin. Le calendrier s'accélère pour le deuxième tour des élections municipales. L'hypothèse du report du scrutin à l'automne, un temps envisagé par l'exécutif, semble s'éloigner. Une information rapportée par le journal Le Parisien. Emmanuel Macron a tranché. Si les conditions sanitaires le permettent, il veut désormais purger cette histoire de municipal au plus vite. Si l'épidémie se calme, le deuxième tour pourrait se dérouler en juin. Nous avons voté la loi d'urgence sanitaire et cette loi prévoit que le deuxième tour aura lieu avant la fin juin. Pour différentes raisons, mais notamment parce que les intercommunalités, qui sont grosses productrices de travaux publics, donc de reprise économique, ne peuvent pas se mettre en place correctement tant que toutes les communes ne sont pas élues. Donc la date normale, c'est fin juin. Même l'opposition y est favorable. Si on est capable d'ouvrir les écoles, les collèges, les lycées, les commerces, je ne vois pas au nom de quoi le deuxième tour ne pourrait pas se tenir en juin. Le Premier ministre a demandé au Conseil scientifique de lui rendre un avis sur la possibilité d'organiser le scrutin le mois prochain. À la suite, le gouvernement envisage un vote du Parlement sur la date du deuxième tour. 4922 communes sont concernées. Du côté des 30 000 conseillers municipaux élus au premier tour, depuis hier, c'est le soulagement. Le gouvernement a donné son feu vert à leur installation. Au plus tard, le jeudi 28 mai, 30 000 des 35 000 communes françaises auront un conseil municipal installé et un maire et des adjoints élus dans les conditions normales. Enfin, pour les intercommunalités déjà pourvues d'élus, elles désigneront leur exécutif au plus tard le 8 juin. Allons plus loin donc avec vous, Catherine Morin-Desailly. Ça s'accélère pour ces municipales. Vous le saluez. Ce serait bien qu'il ait lieu au mois de juin, ce deuxième tour. On ne va pas dire que ça s'accélère, c'est parce que c'est prévu normalement. Dans la première loi d'urgence, on vote le principe d'une élection, le deuxième tour reporté au 21 juin, sous condition d'un avis rendu par le conseil scientifique, publié à la date du 23 mai. Donc on est dans la séquence, j'allais dire, normale. Qui se confirme donc. Voilà, qui se confirme. Que s'est-il passé dans l'entrefaite? C'est que l'ampleur de l'épidémie nous a fait poser la question, et on a raison de se la poser, serons-nous en capacité à cette date, mais ça veut dire antérieurement, parce que le 21 juin, c'est la date du scrutin. Il faut relancer les équipes, il faut refaire campagne, donc ça nous ramène à quelques semaines avant cela. Serons-nous en capacité ou non
de faire en sorte que les candidats conduisent leur campagne normalement. Et ça, c'est la vraie question. Mais d'un point de vue politique, vous êtes plutôt pour qu'on en finisse avec cette page des municipales? Moi, je suis pour... La question n'est pas simple. Il faut la regarder avec humilité. Je suis d'abord pour que nous soyons dans des conditions sanitaires requises. Parce que rien n'est plus terrible que de se dire, dans 3 semaines, l'épidémie repart et on a décidé du principe de ce maintien et c'est impossible de tenir le scrutin. Je rappelle qu'il y a quand même eu 60% d'abstention dans la plupart des grandes villes, soit 20 points de plus que d'ordinaire pour le premier tour. Donc déjà, certains candidats se sentent floués, donc il ne faudrait pas rejouer cette partition. On a des injonctions un peu contradictoires, on dit attention, n'allons pas trop vite, il ne faut pas déconfiner trop vite, il y a des départements rouges dans lesquels il faut faire particulièrement attention. Vous n'êtes les pas loin de personnes nous dire âgées, que finalement, voilà. vous ne voulez peut-être pas tout de suite. Je n'ai pas dit cela, j'ai dit que je souhaiterais en savoir plus et que cet avis scientifique est fondamental et que cela mérite peut-être en effet le débat annoncé par l'exécutif au Parlement. Je ne sais pas s'il faut un vote ou pas sur cette question. L'exécutif doit aussi prendre ses responsabilités. Mais ce que je dis, c'est attention. Il y a quand même des conditions requises. Il ne faudrait pas précipiter à nouveau les Français dans un scrutin. Je vais vous dire, les Français aujourd'hui sont préoccupés de quoi? De reprendre le cours de leur vie normale, les entreprises de pouvoir remettre le secteur en activité. Et tout le monde ne peut pas l'être encore. Je rappelle que les rassemblements de plus de 10 personnes ne sont pas autorisés. Qui dit campagne électorale, on rassemble déjà dans les grandes villes son équipe. Donc elle vous semble anachronique, ces élections je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça parce que ce que je dis, c'est qu'on pose les bonnes questions dans le cadre du calendrier qui était imparti. Maintenant, il faut regarder les choses avec objectivité et avec rigueur. Ça me semble fondamental. Maintenant, il est vrai qu'il est important qu'un cycle se termine parce qu'on est dans une sorte d'inconfort pour les exécutifs qui n'ont pas toute légitimité aujourd'hui à poursuivre le travail municipal. Il va y avoir des décisions importantes à prendre à la rentrée quand, je l'espère, qu'il n'y ait pas de reprise aussi de l'épidémie à la rentrée, quand il va falloir relancer vraiment la machine. Et donc, il y a besoin d'une clarification le plus tôt possible. En effet, pour aussi construire les intercommunalités. Parce que si à peu près 30 000 communes vont pouvoir installer leurs conseils municipaux, on peut s'en réjouir à la fin du mois, il reste 5 000 communes qui composent aussi les intercos. Et ça, les intercommunalités ne pourront pas être mises en place avant que tout soit terminé. On va aborder un autre point qui vous tient particulièrement à cœur, Catherine Morin-Desailly, puisque vous êtes présidente de la commission de la culture. C'est le sort des intermittents du spectacle et plus généralement l'avenir de cet univers de la culture très durement touché par la crise. Une question a été posée tout à l'heure à Franck Riester au Sénat. On écoute la séquence et je vous fais réagir ensuite. Il faut aussi donner de la perspective, protéger sur le temps long les intermittents. C'est la raison pour laquelle le président de la République a annoncé la prolongation des droits jusqu'à la fin du mois d'août 2021 avec, monsieur le sénateur, la prolongation d'autant des dates anniversaires des calculs des droits des intermittents du spectacle. Bien évidemment, les modalités précises seront définies dans les jours qui viennent en lien avec Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Alors, vous nous aviez confié que vous étiez un peu resté sur votre faim lors de l'audition de Franck Riester. Oui, 3 semaines pratiquement maintenant. Oui. Là, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfaite de la réponse du gouvernement? Cette mesure était importante et attendue. Elle conforte en fait tout ce secteur de la culture qui repose beaucoup sur l'intermittence. L'intermittence, c'est une variété de métiers. 60% d'artistes, 40% de techniciens, différents métiers qui entourent tout l'œuvre de création, aussi bien dans le spectacle vivant que dans le cinéma et l'audiovisuel. Voilà. Donc, tout ce monde-là était forcément très inquiet, puisqu'une interruption des programmes, des projets, des tournages possibles, des tournages. Donc, il était important d'enfin trancher sur le sujet. Donc, ça, c'est chose faite. La question de nos collègues André Gatelin visait tout simplement à préciser un certain nombre de dispositions dans ce cadre-là, qui permet, bien entendu, aux intermittents qui le souhaitent et pour lesquels il y a des projets d'intervenir plus largement dans le milieu scolaire. Mais vous ne les avez pas encore, ces précisions, vous les attendez, vous considérez que le plan annoncé est assez ambitieux, vous êtes dans quel état d'esprit? Je pense que annoncer la prorogation donc, de cette période de référence, son allongement jusqu'à dans 1 an, donc considérer que c'est une année blanche,
on s'en rend pas compte, mais peu de pays au monde, peu de pays en Europe disposent d'un tel système. Donc il faut quand même s'en réjouir. Je tiens à le dire. Donc c'était une mesure très importante. Maintenant, elle doit aussi s'accompagner de fonds d'urgence. Ces fonds d'urgence, bien sûr, le gouvernement a décidé de son propre fonds d'urgence, mais je voudrais quand même souligner le rôle des collectivités territoriales. Les grandes régions ont toutes voté un fonds d'urgence et un fonds de relance. Donc il va falloir tricoter. Pardon ? Elles ont fait mieux que l'État, les collectivités. Elles ont fait plus tôt. Elles ont pris des dispositions beaucoup plus tôt pour répondre immédiatement à ce qui leur était demandé en région et surtout amortir le choc. D'ailleurs, je crois que le secteur de la culture dans sa diversité a bien compris que les régions aujourd'hui étaient moteurs, mais je ne dis pas seulement les régions, les départements, les métropoles, les villes étaient aussi moteurs du financement de la culture. Pour les 2 tiers, il ne faut pas l'oublier. On continue, Catherine Morin-Desailly, c'est l'heure du club, le club d'Allons plus loin. Et Fanny Conqui, on va donc commencer avec vous. Vous avez suivi l'audition de Martin Hirsch tout à l'heure au Sénat. Martin Hirsch, c'est le patron de l'AP-HP. Oui, effectivement, le directeur général des hôpitaux de Paris était auditionné ce matin par la Commission des affaires sociales du Sénat. Martin Hirsch a tout d'abord rappelé quelques chiffres. L'AP-HP a reçu pendant cette crise du coronavirus 14 000 patients atteints du Covid-19, dont près de 3 000 en réanimation, et 60 000 patients ont été suivis depuis leur domicile. Par ailleurs, on compte au sein du personnel de l'AP-HP 4 décès des suites du Covid-19 et quelques 4 500 contaminations. Et selon le directeur de l'AP-HP, eh bien, ces chiffres de contamination devraient augmenter avec la mise en place des tests sérologiques. Les personnels soignants étant en effet très exposés au virus au quotidien. Alors Martin Hirsch a évidemment souligné et salué l'engagement exceptionnel des équipes dont les horaires ont été étendus, les repos réduits. Un engagement exceptionnel alors qu'il l'a rappelé, les hôpitaux à ce moment-là étaient en crise, en grève même pour certains. Le directeur de l'AP-HP a d'ailleurs été interrogé sur les primes de 500 à 1500 euros promises au personnel hospitalier, présentées en Conseil des ministres le 15 avril dernier, et qui n'ont toujours pas été versées faute de décret. Alors sur le sujet, Martin Hirsch a simplement répondu que les décrets étaient parfois longs, mais qu'il avait toute confiance dans le fait que ces primes seraient versées prochainement. D'ailleurs, on rappelle que le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait annoncé avant-hier que ces primes seraient versées dans les toutes prochaines semaines. Et puis il y a la question de l'après à l'hôpital qui a été abordée, je crois, Fanny. Oui, cette crise a permis de tirer des leçons, un bilan. Alors tout d'abord, un point positif sur la vocation des personnels soignants. Martin Hirsch a souligné que cette crise avait parfois redonné du sens à certains métiers, à certaines professions en crise, et qu'il ne serait pas surpris que l'on assiste à de nouvelles vocations. Par ailleurs, plus concrètement, sur le fonctionnement des hôpitaux, cette crise a soudé les équipes, les professionnels qui travaillaient parfois chacun de leur côté. Les prises de décision et l'organisation ont été plus fluides, de bonnes pratiques à conserver, selon Martin Hirsch. Écoutez. Et je pense que ça, c'est une leçon extrêmement importante. Oui, il faut donner plus de souplesse aux organisations hospitalières publiques pour que, à l'instar de ce que je vois dans d'autres pays, on puisse, si je résumais d'une formule, garder l'esprit public, mais sans avoir le tatillonnisme public. Enfin, il a été question de la formation, des évolutions de carrière et aussi des rémunérations, bien sûr, et notamment la rémunération des métiers paramédicaux. Martin Hirsch a rappelé qu'il y était favorable et qu'il plaidait dans ce sens depuis longtemps. Oui, il faut revoir ces conditions. Il faut les revoir en partant des aspirations des personnels et des besoins des hôpitaux. Et je n'ai pas changé de discours pré, pendant ou post-Covid. Je pense juste que ce discours est davantage audible et peut être partagé. Alors Catherine Morin-Desailly, est-ce que vous aussi vous partagez ce point de vue? Il faut faire évoluer la rémunération des métiers paramédicaux et surtout, est-ce que vous pensez que ce soit possible concrètement à court terme? Il faut le faire. Nous le disons au Sénat d'ailleurs depuis un certain temps.
Et on voit bien à quel point ces personnels d'abord ont été mobilisés. Il faut vraiment saluer leur engagement et leur dévouement dans cette crise. Ils ont été applaudis tous les soirs à 20h, mais ils le méritaient tout à fait largement, surtout dans les conditions dans lesquelles ils ont travaillé. La question des 39 hôpitaux, des hôpitaux de Paris, tel que l'a exposé Martin Riche devant notre commission aujourd'hui, ça a été le manque de moyens, le manque d'équipements, de surblouses, de masques, de lunettes. Et à un moment donné, ils se sont trouvés au bord de la rupture, tant l'arrivée des patients était importante. Il y a eu quand même des personnels qui ont été contaminés. 4 sont décédés. Donc tout ça doit poser quand même sérieusement question sur la façon d'abord dont on a abordé cette crise. Il y aura des commissions d'enquête au Parlement, nous verrons tout cela. Mais plus largement, ça renvoie au système de santé, ça renvoie au système hospitalier qui est quand même au bord de la rupture depuis un certain nombre d'années et il a très bien dit d'ailleurs Martin Riche, suradministré, ça manque de souplesse. C'est le professeur Philippe Juvin aussi qui est à Pompidou, par ailleurs qui est politique, maire, et qui disait, je relisais ses propos, qui disait qu'il y avait plus d'administratifs à l'hôpital que de médecins. Donc on est arrivé dans une espèce de déséquilibre qui fait que l'institut hospitalier peut peut-être se trouver bridé par une suradministration, un carcan qui peut-être empêche aussi un fonctionnement plus fluide et plus souple. Au demeurant, il manque certainement aussi du personnel. Nous l'avons bien vu. Donc je pense que tout ça va nous renvoyer à une refonte aussi de notre système de santé. On ne peut pas s'empêcher de se comparer à l'Allemagne. Nous avons un système de santé en France excellent et robuste. Et qui a tenu. Mais en Allemagne, le coût au niveau du PIB est moindre. Et qu'est-ce que l'on note dans le cadre de cette épidémie, la façon dont elle est abordée, moins de gens touchés, moins de décès, plus de matériel disponible et peut-être aussi une décentralisation, forcément en Allemagne, système fédéral, une décentralisation réelle qui rend une gestion beaucoup plus souple aussi. Et sur cette question des primes aux soignants, toujours pas versées à cause d'un décret, là aussi, il y a quelque chose qui cloche. Et puis entre 500 et 1500 euros, donc pas la même prime pour tout le monde, là aussi, vous y voyez un problème ? Alors, je ne m'avancerai pas là-dessus parce que je ne connais pas la variété des métiers et les raisons pour lesquelles 500 ou 1500 euros. Tout ce que je sais, c'est que j'ai moi-même fait une démarche, pas plus tard qu'hier, avec plusieurs collègues de mon groupe Union Centriste, en écrivant au ministre de la Santé pour lui demander que cette prime puisse aussi s'appliquer aux assistants de régulation du SAMU, qui ont beaucoup travaillé aussi. Ils ont été un peu oubliés, laissés sur le bord du chemin. Toujours pas versés. Mais toujours pas versés. Bon, là, voilà, il serait temps que ça soit versé. Alors évidemment, le gouvernement a 36 000 choses à faire. Il faut bien aussi s'en rendre compte. Martin Riche a bien expliqué que ça allait arriver. Il faut encore un peu de patience. Mais plus fondamentalement, il faut réfléchir de manière structurelle et sur le long terme. C'est quoi la rémunération de nos infirmières ? Voilà, nos infirmières de réanimation. Elles-mêmes, je crois, pas toujours impliquées ou comprises dans cette prime. Franchement, le rôle des infirmières à l'hôpital est fondamental. Elles font beaucoup plus que leur formation, finalement, les conduit à faire. Donc, il y a tout un sujet là-dessus. Et que pensez-vous de cette idée de don, de congé aux soignants ? C'est une idée qui vient de parlementaires La République En Marche, de députés En Marche en l'occurrence. Muriel Pénicaud n'est pas contre ? On ne peut pas être contre, mais en même temps, ça ne résout pas le problème structurel. Le vrai problème, c'est sur le long terme, encore une fois, quel va être au regard d'abord du niveau de responsabilité, mais aussi d'années de formation, et puis d'horaire de travail. C'est bien plus que les 35 heures. Vous évoquez au début de votre journal la problématique et on en parlera. Des heures de travail. Il faut être lucide. À l'hôpital, on voit bien la façon dont ça fonctionne. Donc c'est une idée un petit peu cosmétique. Voilà, ça ne résout rien fondamentalement. Donc que l'on donne un peu plus de jours de congé après les heures passées, c'est tout à fait légitime. C'est une récupération, on va dire. Ça me semble normal. Maintenant, sur le fond, il faut peut-être regarder les choses d'un peu plus près. Allez, Quentin Calmet, on va continuer avec Quentin, ce club. Avec Jonathan Dupriez, vous êtes allé hier à la prison de Fresnes. Vous avez suivi un déplacement sénatorial et vous avez découvert comment l'établissement pénitentiaire avait géré et gère encore cette crise. Oui, tout à fait, Rebecca. Hier, nous avons suivi 2 sénateurs qui visitaient le centre pénitentiaire de Fresnes dans le Val-de-Marne. Fresnes, 2e plus grande prison d'Île-de-France. Au passage, Rebecca, je vous le disais tout à l'heure, c'était la première fois qu'une équipe de télévision était autorisée à tourner dans la structure depuis le début de la crise du coronavirus.
Pour bien comprendre le sens de cette visite, il faut savoir qu'une loi permet aux parlementaires de visiter les lieux de privation de liberté pour s'assurer de la façon dont ils sont gérés. Les sénateurs que nous avons accompagnés, vous le voyez sur ces images, ce sont Nathalie Delattre, élue du mouvement radical en Gironde, ainsi que François-Noël Buffet, il est sénateur LR du Rhône. Cette visite pour contrôler l'action de l'exécutif face à la crise du Covid-19 et donc dans ce cas précis, les mesures concrètes qui ont concerné les prisons. Oui, parce que rappelons-le, quand en début de la crise, il y a eu énormément d'inquiétudes autour des prisons, évidemment, avec une crainte de les voir devenir des foyers d'infection du Covid, quoi. Oui, bien sûr. Le pire a été évité, on nous l'a dit, Rebecca, au cours de cette visite. À Fresnes, il y a bien un détenu qui est décédé du coronavirus, mais il était malade avant d'être incarcéré. Il y a eu des suspicions de cas dans la prison, ainsi que chez les 800 membres du personnel. Mais la crise, elle est restée sous contrôle. Écoutez, à ce propos, Jimmy Deliste, c'est lui qui est directeur du centre pénitentiaire de Fresnes. On a pu l'interroger hier. Dans un établissement comme Fresnes où tout le monde pensait que l'explosion du virus était inévitable, on a quand même pu éviter l'inévitable et de faire en sorte que le déploiement du virus, en tout cas à Fresnes, a été très contenu, très contraint. Alors il y a eu quelques petits cas de malades comme un peu partout dans la société, mais bon, rien de grave et plutôt bien pris en charge. Et Rebecca, hier, le directeur de la prison, il a évoqué les mesures qui avaient fonctionné contre le virus, les gestes barrières, bien sûr, des personnels, l'isolement des cas suspects, l'arrêt des parloirs et de toutes les activités avec des personnes venues de l'extérieur et aussi beaucoup de pédagogie auprès des prisonniers. Écoutez à ce propos Nathalie Delattre, l'un des sénateurs qui effectuait la visite hier. Le bilan sur la prison est plutôt très positif. On s'aperçoit que la fermeture des parloirs, la fermeture des activités ont permis d'enrayer très vite la crainte de la propagation du virus. Les détenus ont bien compris que toutes ces mesures étaient faites pour les protéger et qu'ils en ont une certaine forme de reconnaissance et même de respect et du coup de sérénité qui s'est aussi installée. Et puis il y a un élément fondamental, Quentin, c'est la réduction du nombre de détenus. Ça aussi, ça a été déterminant. Absolument, Rebecca, ça a été salvateur selon le directeur de la prison de Fresnes. En effet, fin mars, le gouvernement a décidé de libérer de façon anticipée certains prisonniers. On parle de ceux qui avaient encore 2 mois de détention à faire et qui n'ont pas été condamnés pour des crimes graves. Pour vous donner les chiffres précis que nous avons obtenus hier pour la prison de Fresnes, au 1er mars, le nombre de personnes écrouées à la prison s'élevait à 2678 détenus. Au 11 mai, donc avant-hier, ils étaient 2017 détenus, soit 661 personnes écrouées en moins. Ces 600 personnes en moins, cela fait une grande différence. Le taux de surpopulation carcérale à la prison de Fresnes, il a diminué, mais il est encore au-dessus de 100%. Vous allez voir les chiffres. Voilà, il est passé de 160% en 2019 à 122% au 11 mai 2020. Écoutez à ce propos François-Noël Buffet, l'autre sénateur donc avec qui nous étions hier. Il y a des gens qui ont été libérés de façon anticipée en application des dispositions prises pour le texte sur l'urgence sanitaire, mais il y a aussi des détenus qui ont été libérés parce qu'ils étaient en fin de peine et qu'ils arrivaient en fin de peine et que le tout cumulé a fait qu'effectivement on est aujourd'hui au plan national à un peu plus de 11 000 personnes qui ont quitté les maisons d'arrêt. Bon, très bien. Et puis on a pour l'instant peu de monde qui soit revenu parce que les tribunaux sont pas remis au travail. Et nous savons très bien que les décisions de placement en détention vont être prononcées rapidement. Donc la question est de savoir comment les choses vont se rééquilibrer. Voilà, en tout cas, Rebecca, ça donne une situation historique avec des taux d'occupation qui ont baissé dans toutes les prisons en France. Les personnes qui connaissent Fresnes et qui visitent aujourd'hui la prison, ils décrivent un changement radical d'atmosphère, moins de bruit, on s'en est rendu compte aussi, des meilleures conditions ou des conditions moins pires d'incarcération pour les détenus, avec moins, par exemple, de triplettes de prison avec 3 prisonniers par cellule. Le directeur de la prison, il regrette simplement ne pas avoir pu profiter de cette situation moins défavorable mais parce qu'il a fallu gérer la crainte d'une épidémie. Catherine Morin-Desailly, que vous inspirent ces chiffres? C'est un tour de force, c'est une vraie réussite des prisons, en tout cas celle de Fresnes, d'avoir réussi à ne pas être infectée par ce virus. Ça aurait pu être dramatique. Bien sûr, à Fresnes
comme ailleurs, mais ce reportage m'inspire la remarque suivante, c'est que la situation des prisons ne s'est pas améliorée. Je revois notre collègue Jean-René Le Cerf, qui était le grand spécialiste du milieu carcéral en tant que sénateur et qui avait visité pratiquement toutes les prisons de France. Et il constatait, et nous avec lui, la surpopulation carcérale, les conditions de vétusté aussi de nombre de prisons, et le plan prison qui aurait dû être mis en œuvre, souvenons-nous du précédent quinquennat, ne l'a jamais été. Alors, c'est pas simple de construire aussi des nouvelles prisons, où on les construit, quelles communes acceptent de les recevoir, et puis il y a des questions budgétaires. Le budget de la justice en général est largement on en revient sous-doté par rapport à de nombreux budgets européens et voisins, et en réalité, il faudrait un vrai plan prison, à la fois d'agrandissement et surtout de modernisation. Parce que vous avez entendu, quand moins de bruit, des détenus moins les uns sur les autres. C'est pour ça donc que modernisation aussi. Moi, je vais visiter ma prison à Rouen, la prison Bonne Nouvelle. C'est une prison très très vétuste, c'est très ancienne. Alors on fait des travaux coup par coup, il y a des enveloppes budgétaires bien sûr, mais rien ne résout des conditions des questions fondamentales comme la question, vous l'avez évoqué, de l'acoustique, de l'espace. Ça tire finalement à pas grand-chose parfois. Et donc pour qu'ils vivent mieux, disons. Souvent les conditions de nos prisons sont dénoncées par exemple Amnesty International ou d'autres organisations en faveur des droits de l'homme. En effet, nous n'avons pas toujours des bonnes conditions de détention. Or, il faut bien sûr avoir des conditions dignes pour permettre aussi, j'allais dire, que la détention soit profitable au sens où, parce que on est correctement logé, on a son espace respirable de vie, on peut aussi travailler à sa réinsertion, c'est tout un ensemble. Ça vous inquiète de voir des détenus qui ont été libérés de façon anticipée, peut-être un peu parfois dans l'urgence, et on l'espère des décisions sensées, mais il y a une petite inquiétude autour de ça. Mon collègue François-Noël Buffet a bien rappelé à quelle population carcérale ces mesures ont été appliquées, donc des détenus en fin de peine, où il restait 1 ou 2 mois, donc des détenus qui n'ont pas non plus des condamnations graves, donc parce que ça peut inquiéter certains de nos téléspectateurs. Bien sûr. Donc j'ose espérer qu'en effet tout ça a été fait avec mesure et surtout bien sûr rigueur. Je crois que Quentin a une question pour vous, Quentin. Oui, c'est un sujet qui vous concerne particulièrement, Madame la présidente de la commission de l'enseignement aussi, parce que commission culture-enseignement, l'enseignement, il s'est arrêté net dans les prisons avec l'arrêt des parloirs et la crise du coronavirus. Les sénateurs qu'on a suivis hier, notamment Madame Delattre, elle a évoqué le fait que, il y avait un rôle de la prison aussi, de l'insertion, de penser au jour d'après. Comment faire pour accélérer le retour de l'éducation nationale dans les prisons? Quelle est votre opinion sur ce sujet? C'est un sujet qu'il faut absolument évoquer avec le ministre de l'Éducation nationale. Vous avez raison de le souligner parce que l'éducation, la formation initiale, parfois de certains détenus, mais aussi continue, est très importante pour la réinsertion. Et c'est ça aussi, la peine, il faut qu'elle soit gage par la suite de la réussite de la réinsertion. Je milite beaucoup aussi pour le droit à la culture en prison. Il y a des programmes culturels dans le cadre du programme culture en prison. Il n'est pas toujours assez aussi fourni. Or, l'éducation, la culture, ce sont les 2 piliers constitutifs de la dignité humaine. Et qui sont faisables, praticables. C'est inscrit dans le droit international. J'ai inscrit au Sénat, j'ai fait inscrire avec d'autres collègues les droits culturels dans la loi française. C'est aussi pour qu'ils s'appliquent partout, pour que les publics empêchés puissent y avoir accès. Encore une fois, c'est les conditions d'un retour finalement à la dignité. Et c'est très important pour les détenus. J'ai été très sensible à un reportage que des confrères à vous ont fait dans la prison Val-de-Reuil, qui est encore une fois dans ma région, de détenus qui fabriquent des masques toute la journée et qui, à travers ce travail, d'ailleurs se lancent des défis entre eux, t'en fabriqueras combien aujourd'hui, moi tant, etc., et qui disent avoir finalement s'être ressenti utile à nouveau pour la société. Allez, on va parler un petit peu d'Europe avec Marie Brémaud. On va continuer ce club avec vous. Marie, il y a une question que se posent beaucoup de Français à quelques jours, quelques semaines de l'arrivée de l'été. Pourra-t-on partir en vacances hors de France ? Certains d'entre vous, j'en suis sûre, rêvent d'une petite crique en Grèce, des montagnes reposantes en Roumanie ou encore de la nature sauvage finlandaise.
pour leurs vacances estivales. D'ailleurs, Madame Catherine Morin-Desailly, avez-vous prévu des vacances cet été en dehors de France et encouragez-vous les Français à voyager en Europe cet été? Peut-être la petite crique en Grèce, ça vous tente? Pour rien vous cacher, je n'ai pas prévu pour l'instant de vacances du tout. Je sais que je partirai sans doute un peu au mois d'août, pas très très longtemps, mais je n'ai pas prévu pour l'instant de déplacement, tout simplement à la fois par prudence, mais aussi par pragmatisme, parce qu'il faut attendre d'ailleurs que le déconfinement soit une réussite. On a attendu aussi début juin pour cela. On doit observer aussi ce qui se passe dans les autres pays. Pour ça, il faut une meilleure coordination aussi entre les 27, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Justement, elle va nous même décrire. plutôt la cacophonie, et ça pose un vrai sujet, une vraie question. Et tout à fait. Et au-delà de l'envie d'évasion, évidemment, c'est un enjeu crucial pour l'Union européenne. Le secteur touristique sur notre vieux continent emploie plus de 12 millions de personnes et cela représente 10% de son PIB, son produit intérieur brut. Autant dire qu'en effet, l'enjeu économique est colossal. Pour certains pays très touristiques, comme l'Espagne, la Croatie ou la Grèce, c'est le moteur principal de leurs économies. Avec la pandémie, ce secteur est plus que fragilisé. La Commission européenne tente donc de venir à la rescousse du tourisme européen et plaide pour un retour progressif de l'activité touristique, mais la prudence reste de mise. Écoutez aujourd'hui la vice-présidente de la Commission européenne. La sécurité, c'est ce qui guide nos recommandations. Et cela implique de prendre des mesures graduelles et prudentes pour aider les voyages à redémarrer, en accord avec ce que la science nous dit. Alors, comment on autorise, Marie, les déplacements pour les vacances tout en luttant contre la propagation du virus? Un vrai jeu d'équilibriste, Rebecca, qui ne vaut pas d'ailleurs que pour le secteur touristique. Comment allier l'impératif économique, le retour progressif de l'activité touristique, et l'impératif sanitaire, empêcher une seconde vague du coronavirus? La Commission européenne, elle veut inciter les États membres à lever progressivement les contrôles et les restrictions qu'ils ont mis en place. En gros, se diriger doucement d'ici le mois de juillet vers une libre circulation des personnes, sauf évidemment pour les zones ou les pays encore dans le rouge, faisant face à une progression rapide du coronavirus. La Commission européenne, elle souhaite une levée des frontières coordonnée et concertée selon des règles préétablies communes. Donc ça, c'est le jargon un petit peu européen, afin d'éviter concrètement, par exemple, que l'Autriche n'ouvre sa frontière avec l'Allemagne, c'est prévu pour la mi-juin, mais ne la maintienne fermée avec la Slovaquie. La Commission, avec ses préconisations, elle veut éviter des mesures arbitraires qui pourraient être perçues comme de la discrimination, sauf que ce ne sont que des recommandations et que cela reste du ressort des États membres. Prenons le cas de l'Espagne, où le tourisme est essentiel à l'économie nationale. L'Espagne entame tout juste un déconfinement très prudent et ne compte pas ouvrir ses frontières comme ça. Dans un premier temps, seuls les résidents en Espagne, les travailleurs transfrontaliers, les personnels soignants venant travailler ou toute personne venant pour un cas de force majeure seront autorisés à entrer sur le territoire espagnol. Une quarantaine de 14 jours sera imposée aux personnes entrantes. Pour l'Espagne, donc les vacances en Espagne, c'est pas pour tout de suite, mais on comprend les mesures espagnoles au vu de la dureté avec laquelle le pays a été frappé par le Covid-19. Et oui, vous en parliez vous-même, Catherine Morin. Il y a une cacophonie, chaque pays fait un peu ce qu'il veut. C'est barricadé. Et surtout, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, ce sont plutôt des mesures politiques que sanitaires. C'est-à-dire que il faudrait qu'il y ait une coordination sanitaire dans la façon d'aborder la crise du Covid. C'est l'Europe qui se referme sur elle-même, d'ailleurs, au monde. Et c'est plutôt le monde qui devrait avoir peur de l'Europe, compte tenu de la façon dont l'épidémie a évolué chez nous. Mais c'est toujours ce qui revient quand on parle d'Europe, ces États qui prennent leurs décisions dans leur coin. Alors on parlait de l'Autriche, on parle de la Grèce aussi, qui fait savoir qu'elle veut remplir le plus possible ses avions et qu'elle ne veut pas un siège sur 2, par exemple. Voilà. Et bon, je dis tout ça n'a pas beaucoup de sens, parce que finalement, on voit que d'une région à l'autre, aussi en France, on prend les mêmes mesures. Donc nous sommes des grandes régions du continent Europe, donc on aurait tout à gagner à davantage travailler ensemble, pays limitrophes. Je note, c'est quand même un paradoxe. Il y a plus de facilité pratiquement à se rendre au Royaume-Uni que de voyager en Europe. Bon, ceci dit, pour voyager, on n'y est pas, parce que d'abord, il faut aussi des modes de transport.
Donc ils sont à l'arrêt pour nombre d'entre eux et ça va reprendre progressivement. Il faut des conditions aussi requises pour pouvoir voyager tranquillement et sereinement. Donc tout ça ne peut se faire que progressivement. Mais de grâce, j'espère que Bruxelles va faire en sorte que ça soit le plus coordonné possible et que les 27 en soient convaincus et qu'au moins les mesures qui soient prises soient des mesures partagées et qui correspondent à des conditions sanitaires. Un peu d'harmonie donc, un peu d'harmonie dans cette Europe. Merci infiniment Catherine Morin-Desailly d'être venue nous voir aujourd'hui sur Public Sénat, d'avoir participé à ce club. Merci à tous les trois d'avoir été dans ce club aujourd'hui.